bienvenue dans votre nouvelle émission Flair. Avec BPI France, c'était vraiment un sujet de mettre en avant des entrepreneurs, des porteurs de projets et des artistes. Moi, je fais des murs végétaux qui bougent. Les femmes françaises ont pu ouvrir un compte bancaire en 1965. Ouais, voilà, Booba a lancé une start-up. On va parler de la règle d'or pour réussir son lancement d'entreprise. Concentrez-vous sur votre marché domestique. T'as pas le temps d'étudier le truc pendant 5 ans, parce que ton idée elle est là. Alors moi, je suis pas d'accord. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission Flair. Je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'agence de communication Com et on a décidé avec BPI France de construire et de coproduire cette émission ensemble. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui. Oui, je sens qu'il y a une envie de partager de l'information. Bon, aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être de parler de la création d'entreprise. Pour rappel, Flair, c'est vraiment une émission qui a pour but de parler d'entrepreneuriat, de business, avec des sujets de fond hyper intéressants et dans un format plutôt créatif. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter déjà. Je vais commencer à ma droite par Andrea Ben Saïd. Bravo. Salut Andrea. Andrea Ben Saïd, le fondateur et CEO de Deskimos, qui est initialement une agence SEO, mais maintenant tu es aussi sur du paid, sur du market, sur de la data. Et tu as en plus une actu qui est assez chaude, dont on a beaucoup parlé, c'est la sortie de ton livre, le guide complet du SEO. Tu peux nous en parler Ouais, alors moi je suis un passionné de marketing digital, donc j'avais envie de proposer un livre à tous les gens qui se lancent, parce qu'en fait il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent se mettre en freelance, qui veulent devenir indépendants, qui créent leur site internet, et je voulais leur donner un guide pratique pour optimiser leur site, pouvoir se positionner sur Google et vivre de leur métier finalement et donc propulser leur business dans les premiers résultats de Google. Et précurseur sur LinkedIn, je me rappelle que tu étais un des tout premiers à créer du contenu. Un des premiers, après il y a des gens comme toi qui sont arrivés, qui sont du bien. J'en fais de l'ombre, j'espère ou pas. Bien embêté. Bon, je suis hyper content que tu sois avec nous. Je continue le tour de table. Alors, vous présentant Mélodie Madar. Salut Mélodie, ça va ? Salut Harold, ça va et toi ? Bah oui, carrément. Tu es la fondatrice des Éclaireuses avec plus de 10 millions de followers, c'est ça ? Ouais, 8 millions. 8 millions. Mais okay. bon, j'aime bien l'arrondi à 10, ça passe bien. bien. Tu as aussi lancé ton podcast C'est qui la boss et tu as récemment vendu ta boîte après 10 ans de charbon. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bah, je suis retraitée. Tu es retraitée ? Tu veux plus rien, ça y est ? Non, je rigole. Je suis sur d'autres projets, mais pour l'instant, voilà, je prends un peu de temps pour moi et je mets en place la suite. Donc, parler de création d'entreprise, je suis en plein dedans actuellement. Tu es de nouveau dans la dynamique de vouloir recréer ? Ouais, franchement, je pense que quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est très difficile de s'arrêter aussi. Donc là, je vais remettre toute mon énergie pour un futur projet. On a hâte de voir. Je continue le tour de table avec, messieurs, dames, Christopher Van Gen. Salut Christopher. Merci Harold, salut. Tu es, la liste est longue, mais investisseur. Tu as été l'auteur d'un best-seller, tu es fondateur d'un groupe IMO. On l'a suivi avec les équipes de Com sur un projet que tu es en train de lancer qui s'appelle The Project ou Z Project, je ne sais pas comment tu le dis. The Project. The Project, c'est quand même plus stylé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? The Project, c'est un projet fou, ça fait 1 an et demi qu'on l'a en tête, de faire des conférences entrepreneuriales d'investisseurs avec des sportifs de haut niveau, bref, des personnes inspirantes de plein de domaines différents. Et le soir, un gros festival de musique. Le tout dans un décor ultra exotique. On s'est inspiré d'Ibiza, de Mykonos, de Bali, de l'Arabie Saoudite, de Marrakech. On a recréé des décors de cinéma à l'intérieur. Et la chance que j'ai, c'est que je l'organise avec le groupe M6, M6 Unlimited. C'est quand l'événement ? Le 14 décembre à Paris. Okay. Et ça sera en plein hiver du coup. Et vu la déco qu'on va créer dedans, les gens vont être vraiment transportés. Ok, trop cool. Bah écoute, bravo pour le projet. On y sera en septembre direct. Et on continue de toute façon, nous, à te suivre. Et je termine le tour de table avec Claire Dabrowski. Bravo. Claire, bravo d'être Claire. Tu es la créatrice d'une agence qui s'appelle Starting Block, qui aide les talents urbains axés sur l'éthique et la transparence avec plein d'athlètes, notamment certains des JO. Tu m'en avais parlé avant, ce qui est quand même un truc de dingue. Tu essayes de redonner de l'influence positive et tu as en plus une actu qui est assez dingue. J'ai vu que tu étais associé avec Booba, parce que c'est bien vrai. Bah, en fait, oui. Moi, quand j'ai eu cette première idée, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre que je ne connaissais pas, qui avait eu un peu le même genre d'idée. Donc, on s'est lancé dans cette aventure. Tous les deux, on ne se connaissait pas. Et en fait, on s'est tapé dans la main extrêmement rapidement. C'est un entrepreneur incroyable. Et voilà, et ensemble, on construit cette aventure depuis 6 mois maintenant. On est presque une start-up, nous, aujourd'hui. Donc, c'est drôle. Avec Booba, on s'est lancé dans une start-up. C'est ouf, ouais, mais c'est clair. Ouais, voilà, Booba a lancé une start-up. Et bah, écoute, incroyable. Hyper content de découvrir Starting Block, qu'on peut regarder sur les réseaux, j'imagine Insta. Oui, surtout sur Insta, parce qu'on n'a pas fait de site internet, parce que j'attendais qu'on m'aide. On va discuter, on va faire des points des intros. Peut-être. Bon, hyper content d'avoir fait cette présentation, je suis hyper content d'être avec vous. On va passer au tout premier format, qui est le format Pitch ta vie, générique.
Et dans ce format Pitch ta vie, vous allez nous partager le moment de votre vie où vous vous êtes dit j'ai eu le déclic d'entreprendre. En vrai, chacune ici, je pense, il y a un moment où vous n'étiez pas né entrepreneur, donc vous vous êtes dit ok, j'ai envie de passer le pas et le cap. Et je suis assez preneur d'avoir voilà, le timing, le moment où vous avez dit que vous voulez passer le pas. Moi, je suis Ah, je peut-être te pas sens forcément chaud. le bon exemple, parce Pourquoi qu'en fait, C'est intéressant. c'est le contre-exemple, on va dire, de ça, c'est que en fait, je suis resté freelance moi pendant 5 ans Ok. avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc le déclic, pour moi, il a mis du temps à se mettre en place. Et le déclic a été le ras-le-bol de rester chez soi tout seul à travailler, le besoin de reconnecter aussi un peu, tu vois, avec un côté social, revoir des gens. Quand on est en freelance et qu'on est tout seul chez soi, il y a un problème dont on parle pas, c'est qu'en fait on est tout seul. Ouais. Et cette solitude, bon là aussi côté entrepreneur, mais c'est vrai que quand on est freelance, qu'on travaille de chez soi tous les jours depuis 5 ans, à un moment donné, on a envie voilà, de passer le pas. Et voilà, moi mon déclic, ça a été vouloir avoir des bureaux, avoir des horaires, c'est bizarre, mais moi j'avais besoin d'un cadre. De structure, sans, un peu sans de- structure, voilà, parce que je me couchais assez tard aussi. Ok. Problème de rythme. Donc voilà, moi, mon déclic, ça a été un besoin de structure. Ok. Et Christopher, avant de devenir entrepreneur, d'avoir des employés autres, tu étais aussi seul dans ton lancement. Est-ce que tu as eu un peu le même sentiment qu'Andrea ou toi, ça a été d'autres. Non, moi je suis bien seul. C'est vrai ? Je suis un indépendant de base. Je me suis structuré parce que j'en avais besoin pour développer ma boîte, etc. Je bosse seul chez moi, quand je vois mes équipes, c'est pour faire des réunions, etc. Donc non, pour le coup, pas du tout. J'avais cette structure facilement, donc moi non, ça a été d'autres raisons. Ok. C'était quoi les raisons, toi, du coup, qui t'ont fait que tu as eu envie de passer le pas ? Je te renvoie à l'époque, donc on est en 2015. Je travaille en gestion de patrimoine dans le plus grand groupe européen et j'ai l'idée de faire une carrière. Mon but, c'est de monter très vite. Ok. Et je rentre dans ce groupe et en fait, il y avait un diplôme de gestion de patrimoine qui était très connu dans ce groupe que je voulais absolument. C'est quand même quelque chose de reconnu. Donc j'ai demandé à mon manager, après 3 mois être rentré dans le groupe, que faut-il que je fasse pour avoir ce diplôme et être proposé en tant que candidat. Il m'a dit il faut dépasser 400 000 euros de chiffre d'affaires ce trimestre. Moi, bête et militaire, j'ai fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Non, Christopher, vous êtes trop jeune entrant, on ne peut pas vous proposer, le directeur m'a dit non, etc. Donc, il m'a fait une promesse qui n'a pas été tenue. De ce jour-là, j'ai plus rien fait, je dis je vais monter ma boîte. Tu es obligé d'avoir vraiment dans tes valeurs la projection un petit peu long-termiste pour pouvoir entreprendre. Et j'avoue que si jamais dès le début ça bloque pas au niveau des valeurs, c'est a priori compliqué de pouvoir se projeter dans la durée. Toi, Claire, j'imagine que Starting Block, c'est pas peut-être ta première boîte ou pas, mais tu as eu d'autres expériences. C'est quoi qui a fait que. Bah, en fait, c'est la même chose que Starting Block, c'est l'envie de se dire, on propose quelque chose de mainstream, la même chose un peu à tout le monde. Moi, j'ai dirigé les magazines de France 2, j'ai dirigé TVA, c'était des moments extraordinaires. Et ça a été là le déclic, c'était après France 2 en fait, ou pendant France 2, de me dire, ok, il y a d'autres alternatives à ce qu'on propose aujourd'hui, et les gens, il y a un public pour ça, de toute façon. Et donc d'aller chercher d'autres talents, d'aller chercher d'autres types de projets que ceux qui avaient la carte en fait. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie, et puis d'avoir aussi des projets qui puissent se financer autrement que par les systèmes classiques. Donc se financer avec d'autres entrepreneurs, se financer avec des médias un peu différents. Puis il y a eu l'arrivée du digital, parce que moi je suis quand même 102 ans, donc voilà. Et donc c'était un nouveau terrain de jeu que je trouvais extraordinaire, où en fait les marques pouvaient devenir aussi leurs propres médias, où des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer avant pouvaient s'exprimer et avoir des millions de gens qui les écoutaient. Donc il y avait là une liberté, et cette liberté-là, moi c'est toujours ce qui m'a donné envie d'être entrepreneur et de faire par exemple ce genre de pari complètement dingue, d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément des communautés digitales, mais qui pour moi rayonnent, et de les associer ensemble et de s'en occuper avec Booba et Anne. Voilà. C'est incroyable. Et est-ce que toi, Mélodie, c'est un peu la même chose que Claire, c'est on a tous, je pense, un trait commun, même si chacun a son déclic un peu particulier, mais le fait de se dire, en fait, tu as l'envie de faire bouger, de faire évoluer les choses et de challenger un petit peu on va dire les routes traditionnelles. Toi, c'était quoi le moment où tu t'es dit, ok, vas-y, let's go, je vais lancer les éclaireuses. Si c'était d'ailleurs ta première boîte. Ouais, c'est ma c'était ta première boîte parce que je l'ai montée il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans à l'époque. Je me reconnaissais plus dans les médias traditionnels dans l'époque, je me reconnaissais plus dans les femmes qui étaient mises en avant, dans les sujets qui étaient traités, le ton qui était très élitiste aussi. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas créer le média que j'aurais rêvé de lire à mon âge. Et finalement, ça a payé assez rapidement. On a eu très vite une grosse communauté. Et après 5 ans, j'ai créé un second média qui est C'est qui la bosse, dans le but maintenant de pousser les femmes dans leur carrière professionnelle. Ok, incroyable. De toute façon, on va reparler lors du dernier format qui va être le gros débat du jour. On va avoir forcément des sujets qui vont être en lien avec la création d'entreprise, que c'est la thématique du jour. Ce que je vous propose, c'est de passer à la prochaine rubrique qui s'appelle la bonne dose. Je pense que ça va vous faire rigoler. La bonne dose générique. Sur ce format, la bonne dose, on va parler d'actualité entrepreneuriale pour essayer de se mettre un petit peu à jour
des sujets entrepreneuriaux et du business, mais on va le faire avec une vibe un peu particulière et je vais inviter Nathan Amram, qui est le CEO de Moon AI, qui est un SaaS qui analyse le contenu vidéo pour déterminer les variables qui génèrent de l'engagement. Donc un sujet vraiment d'actualité. Messieurs, dames, Nathan Amram. Comment allez-vous? Bien, et Ça va très bien. Oh mon Dieu. bonsoir. C'est pas du tout le soir, mais c'est pas grave. T'embrayes direct là? Ça y est, Moi, j'étais chaud. Eh ben écoute, Je let's suis pas go. au courant du one-man show par contre. Hein. Ah bah là, ça va être J'attends là, tu vois. T'as la petite caméra face à toi, je te laisse nous traiter des sujets d'actualité. C'est quoi juste le sujet du jour? Aujourd'hui, on va parler de la règle d'or pour réussir son lancement d'entreprise. Messieurs, dames, écoutez bien parce que ça va être important. Alors, cette chronique, elle s'adresse aux futurs entrepreneurs. Ouvrez grand vos oreilles parce que je m'apprête à vous donner un conseil vraiment de la plus haute importance. Avant de vous lancer, il est primordial, vraiment très très important, d'être bien préparé. D'abord, il faut que votre projet soit en adéquation avec votre vie personnelle parce que si vous venez d'avoir des quadruplés, qu'après ça, vous venez de faire larguer et que vous avez aussi un crédit à rembourser, niveau timing, on n'est pas ouf. C'est pas vraiment le bon moment. Ensuite, il faut aussi valider votre idée parce qu'avoir une idée, c'est bien, mais au final, c'est dans votre tête. Moi, personnellement, Harold, dans ma tête, je suis marié avec Margot Robbie. On habite tous les deux sur bien, une ça. plage magnifique. On habite tous les deux sur une plage aux Seychelles, dans un beau manoir. Tous les mercredis, on regarde Top Chef ensemble. Mais encore une fois, c'est dans ma tête. Enfin, il faut définir une stratégie afin d'orienter votre projet. Est-ce que vous avez déjà entendu un chirurgien avant une opération à cœur ouvert dire je sais pas, je vais couper dans le tas et puis on verra bien? Non, et bien là, c'est pareil. Alors n'oubliez pas, l'entrepreneuriat est une aventure extraordinaire, mais si vous voulez la vivre à fond, il faut la préparer à fond et le mieux, c'est de le faire bien accompagné. Merci Nathan. Nathan, t'es un boss. Bye bye. Ciao. Est-ce que vous êtes prêts pour donner des conseils à des entrepreneurs, entrepreneuses? Bien sûr. Est-ce que ça vous chauffe? L'idée, et je pense que vous avez déjà reçu des messages sur les réseaux, sur LinkedIn, qui est le fameux, est-ce que tu as un petit moment pour pouvoir m'accorder un peu de temps pour pouvoir améliorer mon entreprise, pour pouvoir m'aider à aller de l'avant? Ça va être le sujet du jour, ça va être le prochain format qui s'appelle Maintenant ou Jamais. C'est parti, générique. Sur ce petit format qui s'appelle Maintenant ou Jamais, on va avoir deux entrepreneurs, entrepreneuses qui vont venir donc parler de leur entreprise. C'est plus que des projets, c'est vraiment une entreprise qui roule déjà pas mal. L'idée, c'est qu'elles vont avoir l'une après l'autre 1 minute pour parler de leur entreprise, le fameux elevator pitch. Et puis soit elles arrivent avec une problématique auquel vous pouvez essayer de répondre et d'apporter un maximum de valeur et de contenu, et ou simplement elle va annoncer son entreprise. Et puis à vous de challenger un peu le sujet, la thématique. Essayons de le faire, c'est toujours la dynamique, dans la manière bienveillante de construire et d'aller de l'avant. Donc on va applaudir la première entrepreneuse qui s'appelle Tatiana Orlovic, qui est la fondatrice de Vertil. Salut Tatiana. Salut. Tu vas bien? Ça va super. Bon, donc tu as compris, tu as 1 minute pour nous parler de ton entreprise. Je te laisse regarder la caméra face à toi, 1 minute, et puis ensuite tout le monde est là. Je te laisse te mettre au milieu et c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler de Vertil. Alors Vertil c'est quoi? C'est pour vert, fertile et vertical. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, moi je fais des murs végétaux qui bougent. Alors des murs végétaux qui bougent, pardon Tatiana, il va falloir nous expliquer. Alors l'idée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple à Paris où on est, il y a 6,4 degrés de différence entre le centre de Paris et en dehors de la banlieue. C'est énorme. On a un problème d'îlot de chaleur urbain qui est absolument catastrophique et il va falloir être capable de vivre avec ça et d'adapter nos villes et en même temps de combler un peu le lien social qui se défait de plus en plus. Et c'est ce que je fais. Moi, ce que je crée, c'est des jardins partagés à la verticale, des ascenseurs de plantes qui font que, peu importe où la plante est sur le mur, on peut la faire redescendre, l'entretenir, l'arroser et la faire remonter pour en fait avoir son potager, mais sur son mur. Incroyable, bravo. Trop stylé. Et donc, aujourd'hui, je cherche, on va dire, des commerciaux, des cofondateurs, étant moi-même ingénieure de formation. Je cherche à compléter mon équipe. Ok, et ben écoute, bravo, franchement le projet est incroyable. Donc c'est-à-dire que là tu pourrais en mettre, ici on a peut-être un peu trop en intérieur, mais l'idée c'est que tu puisses en mettre où concrètement, c'est qui tes clients? Alors, donc ça va dans plusieurs endroits différents. Là, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, les écoles, les centres sociaux. Ça peut être aussi les entreprises qui veulent avoir plus d'espace vert, de team building et pouvoir créer un peu un autre espace, des bailleurs sociaux, des habitations, pour des gens qui veulent faire des jardins partagés. Incroyable.
Qu'est-ce que vous en pensez alors, les amis? Moi, personnellement, la question que j'avais, c'est des murs végétaux qui vont être uniquement dans des entreprises ou ça peut être aussi pour des particuliers? Parce que moi qui aime beaucoup ça, même en appartement, je trouve ça très joli en fait. Alors, ça peut être complètement pour des particuliers. Moi, ce que je fais, c'est plutôt des murs d'extérieur. L'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche de renaturer nos villes pour à la fois isoler les bâtiments, améliorer la qualité de l'air et augmenter la présence des plantes en ville. Très clair. Du coup, Mélodie, t'en penses quoi alors? Bah justement, tu as un peu répondu à ma question, mais c'était de connaître l'impact de ces murs végétaux, l'impact environnemental de ces murs végétaux. Au-delà du coup de l'isolation des bâtiments et donc de réduire le besoin de climatisation par exemple, et du coup la partie qualité de l'air, il y a aussi la partie biodiversité qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui par exemple à Paris, on a mis tellement de ruches sur les toits qu'elles sont devenues en compétition avec les pollinisateurs naturels parce qu'en fait juste il n'y a pas assez de plantes. Donc voilà, la biodiversité est hyper importante aussi. Ok, trop cool. Claire, Christopher? J'ai un petit conseil pitch. Évite de démarrer par un bonjour et je vais vous parler d'une histoire. Démarre dans ton histoire directement. C'est bête, mais c'est comme ça que tu vas gripper l'attention et comme tu n'as qu'une minute, il faut que tu le fasses le plus vite possible. Tu démarres par une phrase qui est impactante, qui nous choque et qui nous concerne tous, ou tu peux démarrer par une histoire. Ouais. Tu démarres par c'était où, c'était quand. Bam, phrase impactante et derrière tu continues par ton histoire. Voilà, petit tips. Super intéressant. Ouais. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. J'ai une question. J'ai même deux questions. La première, ton business model, à qui tu t'adresses? Tu vends à des collectivités ou à des particuliers? Je fais du B2B pour l'instant, donc collectivité, entreprise. Donc collectivité, ça veut dire déblocage de fonds aussi Oui, exactement. Ok, donc ça c'est dans l'air du temps, donc totalement en adéquation. Côté immobilier, parce que du coup je suis dans l'immobilier, on a des problématiques de passoires énergétiques aujourd'hui, on a des problématiques de rénovation parce que certains propriétaires n'ont pas assez d'argent pour refaire les rénovations, parce que ça leur coûte plus cher que la valeur du bien final, donc ils ne les font pas. Tu as une idée de combien de degrés, combien, voire même de lettres en diagnostic énergétique on arrivera à gagner si on fait tout un mur végétal d'un immeuble, et si ça peut empêcher certains propriétaires de faire des travaux d'isolation à l'intérieur? Parce que là, si on arrive à faire quelque chose comme ça, tu gagnes tout le marché des propriétaires et c'est juste affolant. Alors, j'ai pas la lettre énergétique qu'on gagne, mais c'est vrai que typiquement, ne serait-ce qu'en impact de température sur le mur directement quand ça tape, le fait de mettre des végétaux dedans, ça peut diminuer de 15 à 20 degrés la température qu'on a sur le mur et du coup de plusieurs degrés la température à l'intérieur en temps chaud. Et donc diminuer de 50% par exemple le besoin de climatisation. L'isolation, elle est assez énorme. Un peu plus business, forcément je prêche un peu pour ma paroisse, mais moi quand j'avais acheté mon mur végétal, en fait j'avais tapé mur végétal sur Google et j'avais trouvé le prestataire comme ça. Est-ce que tu as prévu de mettre aussi en place un site internet, une stratégie digitale ou c'est uniquement des sales qui vont appeler les futurs clients? Oui, c'est en train de se mettre en place. Là, pour l'instant, comme je suis encore en phase, on va dire, de premier démarchage, c'est vraiment du B2B, donc c'est vraiment du réseautage et beaucoup d'humains. Je compte beaucoup sur l'humain, mais ça va se mettre en place petit à petit. Bon, écoute, on suit tout ça sur Vertil. J'imagine qu'il y a les réseaux, ton site internet et tout ce qui s'ensuit. Et LinkedIn à fond. Un grand merci, Tatiana. Bravo à toi. Franchement, très cool. On va passer à la deuxième entrepreneuse qui s'appelle RL Tassin, qui est la fondatrice de MyPhoenix. RL, à toi de jouer. Salut RL. Salut Harold. Tu vas bien? Très bien et toi? Eh ben ouais, t'as compris la mécanique. Yes. Je te laisse te mettre face au desk, regarder la caméra face à toi et puis écoute, c'est à toi. Alors MyPhoenix, c'est la première application d'investissement qui a été conçue à partir des besoins des femmes. Notre objectif, c'est de permettre aux femmes de construire leur indépendance financière tout en finançant des entreprises qui font sens pour elles et pour la société en général. Les chiffres sont sans appel. Aujourd'hui, on parle de 3 500 milliards de dollars qui pourraient être investis si les femmes investissaient au même rythme que les hommes. Et pourtant, elles investissent 2 fois moins. Alors, comment on fait pour investir les femmes? Eh bien, nous proposons à nos utilisatrices un parcours simple et intuitif, piloté par l'intelligence artificielle, leur permettant d'investir dans des portefeuilles d'investissement qui correspondent à leurs valeurs. À retrouver aussi sur l'application un parcours d'éducation financière illustré par des expertes, des banquières, des traders venant d'entreprises comme Mastercard ou encore Euronext, et aussi une communauté pour échanger, donc partager les doutes, mais aussi les victoires sur l'investissement. Aujourd'hui, donc, l'application est déjà sur les stores. Nous sortons la nouvelle version dans quelques semaines et nos enjeux, c'est faire croître notre communauté et lever des fonds. Bravo. Trop cool. Ça a parlé levée de fonds, je sens, bien joué. Écoute, bravo, déjà, c'est incroyable. Et c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise qui est déjà bien avancée et établie.
Qui veut prendre la mano? Moi, je connais bien ces sujets-là Ah, d'éducation vas-y. financière pour les femmes. C'est des sujets que je traite depuis 2 ans déjà parce qu'avec les éclaireuses, on avait lancé une verticale qui s'appelait Cash sur table, dont le but était d'éduquer les femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, les femmes gagnent de l'argent, gagnent parfois même plus que leurs conjoints. Malheureusement, elles ont peu ou pas appris à le faire fructifier, à l'épargner, à l'investir. Donc, je trouve que c'est exactement le bon time to market. Après, la seule chose que je te dirais, c'est tous les entrepreneurs, on a toujours 1000 idées. Quand on lance son projet ou son application, on a envie de tout mettre dedans. Et je pense qu'il faut aller step par step. En fait, là, tu proposes 2 choses. Tu as quand même le fait de vouloir éduquer les femmes. Et tu as ce côté, après, investir dans des projets à impact qui leur ressemblent, etc. Alors évidemment, c'est connexe, mais ce que j'aurais fait à ta place, c'est d'abord créer cette communauté de femmes et aller sur de l'éducation financière, leur donner les clés pour qu'elles investissent. Et après, dans un second temps, une fois que tu as réussi à fédérer cette communauté-là, d'aller sur, d'établir un peu c'est quoi les projets sur lesquels elles ont envie d'investir. Parce que là, en fait, quel projet tu mets en avant dans ton application? Donc, bon, déjà, clairement, sur la communauté, on est en train de la construire. Et pour nous, l'éducation, c'est effectivement notre produit d'appel. C'est ce qui va permettre aux femmes de venir sur notre plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on propose, enfin, en tout cas, ce qu'on va proposer dans quelques mois, c'est de l'investissement en bourse, en ETF. Il y a des ETF sur l'égalité homme-femme, il y a des ETF sur l'eau, même sur les millennials ou les véganes. Nous, justement, ce qu'on demande à nos utilisatrices, c'est quels sont leurs centres d'intérêt. Et on reconnecte ces centres d'intérêt-là avec l'investissement. Moi, j'ai une question à te poser là-dessus, d'ailleurs, parce que dans notre métier, on dit souvent, est-ce qu'il y a un humour féminin, un humour masculin? Parce que finalement, il y a cette dichotomie-là. Alors, je trouve ça génial de se dire, tiens, c'est une porte d'entrée qui est au moins claire, mais est-ce qu'il y a des investissements féminins et des investissements masculins, en fait? Eh bien, la réponse, j'ai envie de dire, est non. Alors non, il n'y a pas d'investissement féminin. D'ailleurs, on ne parle pas d'investissement au féminin. C'est surtout pas nos éléments de langage. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes d'investissement existantes attirent plus les hommes parce que elles ont un marketing qui est plus ciblé finalement sur... Une ergonomie peut-être différente aussi. Sur les hommes, souvent, justement, c'est des plateformes où on se retrouve face à un jargon financier qui est parfois difficile à comprendre. Donc nous, c'est tous ces petits aspects-là qu'on prend pour attirer les femmes sur notre plateforme. Mais on ne fait pas de l'investissement au féminin, en tout cas. Andrea? En tout cas, bravo pour ton projet déjà. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que les gens recherchent du sens pour faire leur investissement. À l'époque de nos parents, il y a 20-30 ans, les gens, le banquier venait te voir et te disait tiens, investis dans une boîte du CAC 40. Aujourd'hui, grâce à la technologie, ça permet de mettre à disposition des projets et des produits qui répondent un petit peu à nos valeurs. Et moi-même, aujourd'hui, quand j'investis, au-delà de la pertinence du projet, j'ai envie d'investir dans des projets qui me parlent. Tu peux investir chez MyPhoenix. Mais surtout qu'il est en top classement des investisseurs. Je pense que Mélodie a la communauté avec son incubateur. Oh, le duo, les deux. Je pense que le duo peut bien t'aider dans le développement de ton projet. Tu parles de tes parents, mais pensons à nos grands-parents aussi, puisque les femmes françaises ont pu ouvrir un compte bancaire en leur nom propre sans l'autorisation de leur mari en 1965. Et la première femme trader en France qui a poussé les portes de la bourse à Paris, c'est 1985. C'est pour ça qu'on a réuni aujourd'hui 15 expertes sur la plateforme. Ça n'a pas été facile de les trouver, je l'avoue, mais en tout cas, on a aussi des enjeux de représentativité qui sont forts et c'est le travail qu'on fait avec notre média. Franchement, incroyable. Vraiment, gros game. Est-ce que Christopher, tu veux rebondir? Concernant ton business, quel est ton business model? On propose un abonnement à 9,99 € par mois qui donne accès à toute l'expérience d'investissement, donc c'est-à-dire les modules d'éducation financière en 2 minutes par jour, mais aussi la communauté. Et comme on est une fintech, on prend aussi une commission sur les actifs sous gestion. D'accord, ok. Ouais. Et selon toi, c'est un business model qui est rentable actuellement ou quel est le stade qu'il faudrait atteindre pour qu'il soit rentable? C'est une bonne question. Sur notre business plan actuel, on atteindrait la rentabilité en 3 ans. On est une start-up, c'est pour ça qu'on lève des fonds, donc il faut des capitaux pour le départ. On est aussi une activité qui est réglementée par l'autorité des marchés financiers. Ouais, et ce qui est génial, c'est que c'est un marché qui est gigantesque et qui est inexploité, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 18% des femmes qui investissent. Donc on sait qu'il y a de la place à se faire sur ce milieu. Bah écoute, incroyable, franchement. RL Tassin, fondatrice de MyPhoenix, bravo, franchement, c'est incroyable pour ton projet. Un grand merci. On suit sur les réseaux et autres. Merci beaucoup, RL. Merci. J'en mets Trop bien. Ouais. Franchement, trop cool. Ça fait plaisir de découvrir plein d'entrepreneurs. C'est vraiment le but de Flair, c'est de pouvoir mettre en lumière des entrepreneurs. On va passer au prochain format. Le format coup de pouce qui est un petit peu dans la même lignée que les conseils que vous avez pu donner. Ça va être un entrepreneur qu'on va inviter et qui va donner des conseils face caméra à toutes les personnes qui nous regardent. C'est le prochain format. Jingle.
Sur ce format coup de pouce, on va recevoir un entrepreneur que j'adore, que j'ai rencontré il y a peu, qui s'appelle Tim Dumain, qui est le fondateur et CEO de Big Blue, que vous connaissez sûrement, qui est une solution de logistique e-commerce. Ils ont permis à plus de 500 marques d'exploiter et d'exploser en France et en Europe grâce à la meilleure expérience de livraison de marché. Messieurs, dames, Tim, welcome. Bravo. Comment tu vas? Salut. Tu vas nous partager ton expérience pour pouvoir expliquer comment les marques e-commerce peuvent exploser. Ça va être le sujet? Tu vas traiter ça? Je vais te parler de Gymshark. Tu connais sûrement Gymshark. C'est une marque anglaise de fitness qui a explosé de 0 à 250 millions de chiffres en moins de 10 ans. Et du coup, je vais vous expliquer en 5 points comment vous pouvez faire la même chose et aller jusqu'à 100 millions de chiffres. Donc, le premier conseil, c'est de faire votre communauté. Sans communauté, pas de relais de croissance. Et vous en avez besoin. Gymshark, ils ont créé la Shark Family. Et avec cette Shark Fam, ils ont réussi à grossir très vite. Ils ont 10 millions de followers sur Instagram, 5,5 millions de followers sur TikTok. C'est pas rien. Le deuxième conseil, c'est win or kill it. Si votre produit n'a pas fonctionné dans les 4 mois, parfois, c'est qu'il n'a pas trouvé son product market fit, tout simplement qu'il n'a pas trouvé son marché. Il faut peut-être revoir le produit et repartir sur la planche à dessin. Le troisième conseil, concentrez-vous sur votre marché domestique. Bon, pour nous, c'est la France, jusqu'à faire au moins 5 millions de chiffres, parce qu'il faut rester focus. Une fois que vous avez atteint vos 5 millions de chiffres, là, vous allez pouvoir penser à l'international. Et naturellement, mon quatrième conseil, c'est d'aller à l'international. Parce que dès que vous avez atteint les 5 millions de chiffres, il y a des marchés à ouvrir. Il faut savoir qu'en Europe, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, c'est déjà 80% du marché européen. Donc vous avez largement de quoi faire une marque de plus de 100 millions de chiffres. Et mon dernier conseil, c'est l'omnicanalité. Alors l'omnicanalité, c'est quoi? C'est de ne pas se concentrer que sur le e-commerce par exemple. C'est d'aller ouvrir d'autres canaux. Typiquement, de vous faire distribuer, d'ouvrir un magasin ou bien même d'aller sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a des consommateurs qui sont plus à l'aise à commander dans un magasin physique ou à aller sur Amazon. Et si vous n'ouvrez pas d'autres canaux, vous allez perdre ces consommateurs. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Incroyable, bravo. À une prochaine. On va applaudir Tim. On va passer à la suite qui va être le dernier format et le format le plus important, ça va être le débat. C'est le format Fair Play et je vous dis générique. Donc sur ce format Fair Play, on va discuter d'un débat. La thématique de cet épisode, c'est la création d'entreprise. Et quand on crée une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Il y a les lancements, il y a les démarrages. Et je pense que ça a été plus ou moins complexe en fonction des personnes. Et j'ai une question qui va être la question du débat du jour, qui est, à votre sens, quelle est la qualité qui prime parmi toutes les autres qualités pour surmonter tous les défis lorsqu'on crée une entreprise? Éteindre son cerveau. Éteindre son cerveau? Ouais, le truc, je pense à mon premier bien immobilier que j'ai acheté, c'était à Budapest, une ville dans laquelle j'avais jamais mis les pieds, je parlais pas la langue. Je connaissais 1/1000 de ce que je connaissais en IMO maintenant. Mais parce que je ne connaissais pas, j'avais pas toutes les questions à poser. Donc du coup, j'ai agi très très vite. C'est vrai qu'on s'angoisse beaucoup plus tard en fait. Ouais, une fois que tu connais, alors d'avoir des connaissances c'est bien jusqu'à un certain stade. En fait, la courbe des connaissances te permet l'action jusqu'à un certain niveau. Et puis ensuite, elle amène l'inaction parce que tu as trop de choses et du coup, tu as trop de paramètres à vérifier. Tu n'as pas le temps quand tu vas être entrepreneur d'étudier le truc pendant 5 ans parce que ton idée elle est là. Donc, et puis elle t'anime. Et je pense que cette inconscience, alors évidemment, il y a plein d'autres qualités, mais je pense qu'il faut vraiment à un moment avoir, comme tu dis, éteindre son cerveau et se dire. Et après, on apprend dans l'apprentissage. Et puis il y a des gens qui commencent à nous entourer, comme la BPI, comme toi, comme ces émissions. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est comme ça que tu les découvres. Voilà. Il y a un autre point important, tu as utilisé le mot s'entourer. Moi, je pense qu'on a tendance à mettre un peu sur un piédestal les entrepreneurs aussi. Je ne veux pas nous dénigrer, mais les meilleurs entrepreneurs ne sont pas toujours les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés. Et en fait, le bon skill d'un entrepreneur, finalement, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément les meilleurs, qui n'étaient pas les plus grands experts, qui n'étaient pas les plus grands ingénieurs, mais ils avaient cette faculté de savoir s'entourer. Et souvent, ces gens-là vont beaucoup plus loin que les meilleurs dans leur activité, tu vois. Donc, savoir s'entourer, c'est le bon skills. Il faut aussi ne pas se laisser imprégner par ce qui existe déjà. En fait, quand on se lance dans un secteur, moi je connaissais rien à l'univers des médias, mais je voulais pas du tout être formatée à la manière d'un journaliste. Et je voulais vraiment créer ma propre expérience. Et finalement, c'est peut-être plus facile de disrupter un marché quand tu le connais pas vraiment, parce que tu apportes vraiment ta touche. T'as pas les codes. T'as pas les codes en fait. Et d'ailleurs, dans mes premiers recrutements, j'avais vraiment envie de créer mon équipe avec mes idées, avec une nouvelle façon de réinventer le média en fait. Ok, hyper intéressant. Moi, c'était la même chose.
chose avec eux, mais je suis absolument d'accord. Tu sors des codes traditionnels et tu challenges en fait des espèces de pas stéréotypes, mais de d'un savoir-faire commun à tous, quoi. Il y a un autre point, c'est l'entourage. Quand on se lance, ils projettent leur peur sur nous. Tu es sûr que tu vas faire ça, pourquoi tu te lances? Mais tu imagines si ça marche pas, comment tu vas faire? Il faut qu'ils relativisent aussi. Dire aujourd'hui, surtout entreprendre en France, c'est facile par rapport à tous les pays dans le monde. On a des aides, on a l'ACRE, on a le chômage, enfin, je veux dire, des choses, on en a. Donc aujourd'hui, il y a une grande majorité d'activités qui sont disponibles, soit en freelance comme quand tu as démarré, ou d'activités qui sont disponibles avec assez peu de cash, qui permettent à des jeunes aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, de pouvoir se lancer. Donc si on relativise un petit peu, il y a c'est vraiment cette peur de l'échec où les gens se sentent attaqués dans l'ego, se dire mais si jamais j'échoue, comment ma famille va me voir, comment mes potes vont me voir, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est pas grave, l'échec, il faut y aller, il faut se le rentrer dans le crâne et oublier le regard des gens, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. En étant en mouvement, en étant dans l'action, tu découvres à la fois tes compétences, à la fois tes défauts. Parfois, je pensais être très bonne dans un domaine et je ne m'apercevais pas du tout. Et à l'inverse, je me suis découvert des capacités assez incroyables. Donc même si ça se solde en réalité par un échec, tu as tellement appris sur toi que la deuxième expérience, tu rebondis très rapidement. C'est clair. Et ce qui est très commun, c'est pas aussi d'être un bon commercial, un bon premier sales, à la fois pour correctement s'entourer, à la fois pour avoir ses premiers clients, parce qu'on va vendre un produit, un service qui n'est pas encore forcément des plus finis, on va dire. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un essentiel? Si toi, tu n'es pas le meilleur commercial de ta boîte, qui va l'être? Alors moi, je ne suis pas d'accord. Intéressant. Vraiment, je suis la plus mauvaise commerciale qui existe au monde. C'est-à-dire que, en plus, je suis très animée par la passion. Donc quand je suis sur un projet qui me plaît, limite à la fin, je dis au client, non mais j'ai kiffé, paye pas, ça fait plaisir. C'est pas grave. Un entrepreneur, il a le droit d'être gauche là-dessus, là je te rejoins. On a le droit d'avoir l'âme d'entrepreneur et peut-être se bloquer en se disant je suis pas capable parce que je ne sais pas parler, parce que je m'emballe dans tellement je crois à mon truc. Et je trouve que c'est important de dire aussi aux gens qui vont regarder cette émission, voilà, il y a d'autres solutions. Vous pouvez en parler à quelqu'un autour de vous. Moi, je travaille avec mon frère qui est un ingénieur et je l'aide sur sa start-up dans l'univers de l'automobile, donc rien à voir. Je suis meilleur à l'oral que lui, clairement. Ben voilà, je l'aide. Et de ne pas hésiter à aller chercher des gens près de soi. Il y a quelquefois, l'environnement est assez. Il tire vers le bas, puis quelquefois, l'environnement, il est fier, il tire vers le haut. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, même quand on n'a pas. Mais ils peuvent le travailler aussi. Tu vois, moi, par exemple, j'étais un grand timide avant. Vraiment, vraiment grand timide. Ça se voit. Hein. Et mais j'ai bossé dessus. C'est-à-dire que les premiers clients où j'allais chez eux, c'était un mal, quoi. On me piquait. Une douleur. Et puis 1, 2, 10, 20, 100. Et puis j'ai fait des formations en oratoire, puis de leadership et machin, et en fait je me suis bougé, je me suis formé. Donc quelqu'un qui est vraiment pas bon à l'oral peut-être ne va pas devenir un excellent orateur, mais au moins il aura fait 30-50% du chemin, suffisamment. Et je pense que pour moi c'est des compétences qui sont vitales. Il y a des entrepreneurs qui peuvent y arriver sans ça. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux avec. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'entreprises développées par des ingénieurs très bons, mais qui n'avaient pas cette fibre commerciale, donc ils développent des super outils, mais ça reste un peu au fond du garage. Ouais. Je pense que le skills commercial, c'est un peu le skills numéro 1 pour moi aussi, pour développer sa boîte. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur aussi, de vouloir entreprendre, mais qu'on est freiné par un espèce de, je sais pas, d'inconscient qui se dit que c'est pas pour vous, qu'il y a meilleur que soi? Comment est-ce que vous faites pour passer à 100%. outre ça? Moi, quand j'ai démarré tout ça, je me rappelle les premiers rendez-vous, je les ai toujours dans un café, vu que j'avais pas de bureau ou qu'après j'avais des petits bureaux, pour dire voilà, les bureaux sont occupés ou la salle de réunion est occupée. Classique. On se rencontre dans un, voilà. J'ai fait la même chose. Comme on faisait une interview, la première personnalité qui est venue dans nos bureaux, c'était tout petit, et sur toutes les portes, on mettait studio 1, studio 2. En fait, tu as les toilettes, le local. Les toilettes, la cuisine, et en réalité, je dis ah non, mais alors là, excuse-moi, ce studio, il est occupé. Excellent. Génial. Ok, est-ce qu'il y a d'autres skills qui, à votre sens, sont des essentiels? Il y a un facteur chance dont on parle pas, et je sais qu'on ai déjà parlé, mais il faut s'accrocher à son destin aussi, et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on a de la chance. Et ça, en même temps, c'est les risques de l'entrepreneuriat, comme quand tu tentes en salariat d'être dans une entreprise dans laquelle tu t'épanouis plus ou moins, etc. Je pense que de manière générale, on est d'accord avec le fait de dire que c'est bien d'expliquer et de faire passer le message que l'entrepreneuriat, c'est brutal, c'est dur, c'est compliqué, que ça reste un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on peut l'appeler quand même, enfin c'est un métier en soi d'être entrepreneur. Et je pense que fondamentalement, n'importe qui peut devenir entrepreneur, simplement qu'il y aura des gens qui auront plus ou moins de facilité à entreprendre, mais que n'importe qui, surtout dans notre écosystème, dans notre environnement, où on peut monter en autodidacte, en compétences et autres, on peut se créer un réseau plus facilement qu'avant, ça permet de pouvoir donner en fait des billes un peu à chacune, de pouvoir entreprendre et se lancer. Non, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là sur cet épisode. Je suis hyper content d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a plu. Ouais, super. Ouais. On va en plus terminer cet épisode en musique, puisque Flair, l'idée de Flair, c'est de mettre en avant aussi des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et on avait envie, avec BPI France, de pousser un peu plus loin ce cran et de faire aussi découvrir des artistes. Donc on va terminer sur une petite note musicale. Je vous remercie encore à 200% pour votre présence. Merci à toi. Et puis, merci à BPI. je vous dis à tout de suite. Salut.
Elles sont où les étoiles? J'ai perdu le nord. J'ai oublié les fables. Pourquoi on boit du chlore? Pourquoi j'ai peur? Où sont les conifères? Pour qui bat mon cœur? Où sont les derniers mystères? Où sont les oiseaux? J'attendrai la pluie, elle brûle ma peau. Je dors plus la nuit. Pourquoi j'ai plus confiance? Au soleil j'ai froid. Pourquoi les gens dansent? Pourquoi pas moi? Où meurent les pigeons? Où meurent les questions? Pourquoi j'ai mal aux doigts? Papy, tu me reconnais pas? Comment être Isildur? Comment parler aux morts? J'ai jamais cru au futur, pourtant j'existe encore. Je mange un Mikado, alors qu'il y a des cerises. Pourquoi mon ego? C'est la tour de Pise. Que devient Irène? Que devient Céline? J'ai mis MSN, ils sont tous hors ligne. Pourquoi j'ai 28 ans et j'en parais 12? Pourquoi t'as 30 ans, t'en parais 72? Où sont les fruits de Calabre? Où sont les condamnés? J'ai pleuré pour un arbre, j'ai dormi à côté. Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tante Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons? Nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Pourquoi je pose des questions et j'y réponds jamais? Pourquoi j'ai peur des frelons? Ils m'ont jamais piqué. Pourquoi on regarde l'heure, pas la réalité? Pourquoi un jambon beurre pour mamie CVG? Pourquoi mes yeux tremblent? Pourquoi mes mains tremblent? Pourquoi on s'aime bien alors qu'on se ressemble? J'ai jamais dit maman, j'ai jamais dit papa. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chanson. Comment on fait un tyran? Comment on fait un panda? Est-ce que si je perds une dent, je perds une partie de moi? Pourquoi j'ai comme 5 ans, je fais encore des bulles? J'ai gobé un flanc, pourquoi les champs brûlent? Est-ce que les gens vivaient avant les stories? Est-ce qu'ils auraient pleuré devant l'historique? Pourquoi je t'ai regardé? Pourquoi t'as souri? Pourquoi j'ai bloqué quand t'es reparti? Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tante Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons? Nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la.